Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM, le podcast qui parle de bagarre. Bonjour Adrien. Salut Jérémy. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps avec Salah Mezoud, donc de Infini Jiu-Jitsu. On est à Strasbourg en tour avec l'équipe Linux et on a été s'entraîner hier soir chez Infini, chez Salah. Donc bonjour Salah. Bonjour à vous, merci Kleenex, merci de l'invitation. Écoute, non, ça nous fait hyper plaisir parce que comme on était dans le coin, on s'est dit qu'il fallait qu'on te rencontre parce que tu fais partie des gens qui font le jiu-jitsu en France. On entend beaucoup parler de toi. La semaine dernière, on a enregistré un podcast avec Mathias Jardin et il nous a parlé de toi. On en reparlera un peu plus tard. Il nous a parlé de toi aussi et voilà, on s'est dit que comme on était sur Strasbourg, c'était super important qu'on puisse se rencontrer. Donc bienvenue. Merci. Écoute, si tu pouvais commencer par te présenter pour tous les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément. Je m'appelle Salah, donc comme tu l'as dit, Jérémy Salah Mezoud, j'ai 39 ans, 2 enfants, un poisson rouge et un lapin, et une femme aussi. Donc ça c'est une première chose. Le Jiu-Jitsu, je suis dans le Jiu-Jitsu depuis 2009, donc la saison 2009-2010. Voilà, avant ça j'étais dans le basket pendant une quinzaine d'années, et puis voilà, du jour au lendemain. Ah, donc tu es un sportif depuis toujours quoi. Ouais, ma mère était dans le judo, nous on a grandi dans le judo. Après j'étais pas un bon judoka, donc... Ça veut dire quoi, pas un bon judoka? J'avais les bras trop tendus. Et donc tu t'es mis au Jiu-Jitsu qui forcément a rien à voir avec les bras tendus. Parce que j'allais dire, avoir les bras tendus en Jiu-Jitsu, ça peut être coquin aussi quand même, faut faire un peu gaffe, non? Bras tendus, bras foutus. On la connaît celle-là. Non, ouais, j'étais dans le judo jusqu'à mon adolescence, et puis après à partir de l'adolescence, je suis passé au basket. Voilà, l'époque NBA, l'époque de Jordan. J'ai fait 15 ans dans le basket, et puis du jour au lendemain, j'en ai eu marre du sport co. Voilà, je suis un peu compétiteur dans l'âme, donc... Quand on sait que le sport co, tu dépends de personne, et puis quand tu sais que les personnes ne donnent pas toujours ce qu'il faut, voilà. Concrètement, j'ai arrêté le basket du jour au lendemain. Et je suis tombé dans le jiu-jitsu par hasard. Parce que je voulais refaire un sport qui s'apparentait un peu au judo, mais j'avais plus envie de chuter. 31 ans, t'as plus obligatoirement envie de chuter. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui s'apparente? On m'avait parlé du jiu-jitsu brésilien, je savais même pas ce que c'était. Écoute, connaissance de connaissance, j'ai franchi le pas. Il y avait un club à Strasbourg qui s'appelait Gracie Barra 67. Donc c'était une personne qui l'avait monté sous l'égide de David Jarzetti, donc président de la Confédération. Donc je suis rentré dans ce club, je me suis fait arracher la première fois. Et même avec ton background de judoka, c'était... ça servait à rien, à part slammer des gens, mais je savais pas qu'on n'avait pas le droit. Je pense qu'on a tous cette première expérience, pour le coup, la première fois on y va vaillant, puis on ressort en pleurant, quoi. C'était un peu ça. Ouais, c'est vrai. Après, quand t'as un background de judoka et tout, oui, tu peux y aller un peu plus la tête haute que s'il avait eu juste un background de basketteur, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que je veux dire, quand même, tu vois, tu peux... Ouais, mais le judo datait, on va dire que le judo datait. À 15 ans, t'imagines, quand même. Et t'as commencé à 31 ans, quand même. J'ai commencé à 31 ans. C'est pas jeune, 31 ans pour le Jiu-Jitsu, hein. Non, c'est pas jeune, non, c'est pas jeune, mais... T'es ceinture noire maintenant, beau gosse, quand même. Attends. Il est ceinture noire, mais surtout, il casse la gueule, mon pote. C'est-à-dire que... Casser la gueule hier soir. C'est quand même hyper intéressant de se dire que tu peux commencer à un sport où tu peux commencer tard. Tu sais, quand j'entends souvent les potes qui te disent « Ouais, non mais attends, d'abord je me refais une condition, d'abord machin. Oh mais je suis trop vieux pour ça et tout, 31 ans. » Les groupes Jiu-Jitsu brésilien sur Facebook, bonjour, j'ai 24 ans, j'aimerais savoir s'il est pas un peu tard pour que je commence le Jiu-Jitsu. Et c'est vachement drôle parce qu'en fait, le mec, tu le vois se faire insulter par tout le monde, genre mais t'as trop de chance, si j'avais su à ton âge. Et donc 31 ans Jiu-Jitsu, et être encore là, franchement... Non mais écoute, 31 ans, c'est sûr qu'après tu sais, c'est toujours le même dilemme, tu sais, quand tu commences à évoluer dans le jiu-jitsu, tu te dis merde, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? On se dit tout ça, tout le monde se dit ça. C'est dingue, ça. Tu vois, maintenant on a la chance, mais les nouvelles générations en France, elles ont connu le jiu-jitsu, tu vois, mais c'est vrai que le jiu-jitsu en France, les gars qui sont ceinture noire, la majorité c'est des gars, la plupart avaient la quarantaine, quoi. Maintenant, on voit des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, qui sont déjà... ceinture marron pour certains comme des amis en France, comme Nico Dufaux par exemple, un gars qui a 24 ans qui cartonne tout, voilà. J'ai discuté ce matin avec une jeune fille de Grasse qui s'appelle Lauriane Turin. Lauriane, mais oui. 23 ans, ceinture marron.
On n'entend pas parler de ces gens-là qui vont aux mondiaux, qui font des places aux Européens, qui sont champions de France, et on n'en entend pas parler. Mais- Combien de fois elle est championne de France? Tu m'as dit 10 fois? Elle a été 10 fois championne de Ah ouais, France. ouais. C'est dingue, c'est dingue. Mais Lauriane, son papa, c'est son papa qui était. Et alors voilà, j'ai appris ça ouais. aussi, son papa, non dans le jiu-jitsu C'était un brésilien nom dans le et c'est jiu-jitsu. celui qui a monté la CFJJB. Parce que C'est lui qui a monté avec Dave Giorzetti la CFJJB. Bon, après, voilà, il a plus l'intérêt qu'il avait au départ, donc il s'est arrêté. Et puis il a confié la tâche à David. Et puis après, David a géré le reste. Et toi d'ailleurs, tu travailles avec la CFJJB, tu organises les sélections Est, c'est ça? C'est exactement Pour ça. se qualifier pour les championnats de France CFJJB. C'est exactement ça. En fait, je suis référent, on appelle ça référent, hein. Je suis référent de la zone Est. Donc la zone Est, c'est pas la même chose qu'au niveau du découpage administratif, hein. La zone Est, elle monte jusqu'au Luxembourg et elle descend jusqu'au 25, jusqu'à Besançon, un truc comme ça. Et en fait, je couvre toute cette zone, si tu veux, voilà, les clubs qui sont sur toute cette zone. S'il y a quoi que ce soit à faire par rapport à la CFJJB, par rapport aux compétitions, à des questions, par rapport à de l'arbitrage ou des choses comme ça, ben, normalement ils doivent me contacter. Puis moi je fais relais, ou alors si je peux répondre, c'est moi qui réponds. Ça te demande beaucoup de boulot ou c'est quelque chose qui... Non, honnêtement, c'est pas énorme. Je suis sollicité toutes les semaines si tu veux, mais c'est pas énorme. Bon, après j'ai l'habitude de vivre à 100 à l'heure, hein, tu sais. j'allais dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je- Non, mais parce que c'est s'infliger quelque chose quand même. Tu travailles à côté. Hein. Tu as un vrai travail. Mais Ce qu'on appelle un vrai travail. Tu bosses à côté. je suis chez Pôle emploi, mais pas du Oui, côté, mais voilà, c'est ça. pas du côté demandeur d'emploi. T'es du mauvais côté. Je suis du mauvais côté de la force. Pourquoi? Pourquoi? Mais il me faut des activités, il faut que je vive à 100 à l'heure. J'arrive, il est Et 11 tu as heures. un poisson rouge, un lapin, 2 enfants, une femme. Et pourquoi? Ouais, bah ça c'est rien, voilà, le jiu-jitsu c'est une passion, on peut pas compter le temps, on peut pas compter le temps. Quand tu rentres, il est 11h30 minuit, t'as pas envie de dormir. Moi j'ai l'impression que ma journée elle est pas encore finie. J'ai vachement senti ça hier soir chez toi. J'ai vachement senti ça. Il y a, on rencontre plein de gens, on va dans plein d'endroits, hein, forcément, tu as compris. Et il y a des gens qui le font parce qu'il faut monter un club, parce qu'il faut faire du jiu-jitsu, parce qu'il faut s'entraîner, parce qu'il faut donner des ceintures, il faut faire... Et toi, ce que j'ai ressenti hier, c'est parce qu'il fallait être là, en fait. Il fallait vraiment... on avait l'impression que ton plaisir était dans le fait d'être avec tes gars, quoi. Complètement. De toute façon, je pense que vous l'avez vu, hein, et puis les gens en France nous connaissent pour ça. C'est que voilà, on est vraiment une famille. Je suis ouvert à tout, je suis ouvert aussi bien aux personnes qu'aux fédérations, parce qu'on a toujours des guerres de fédés un peu partout. Moi, je suis ouvert à tout. Les gars qui veulent faire du judo, je leur prends moi-même une licence, ils n'ont même pas à la payer. Les gars qui veulent faire de la lutte, le circuit lutte, ils le font. On est affilié BJJ Globetrotter, on est affilié à Abu Dhabi, on est affilié à toutes les fédés possibles. Ça veut dire quoi, t'as affilié BJJ Globetrotter? Ben, concrètement, en fait, tu t'enregistres sur leur site, et en fait, t'es club, tu es club accueillant. Ça veut dire que concrètement, la communauté BJJ Globetrotter mondiale a une carte du monde, va par exemple sur la zone France, imagine quelqu'un qui est de passage à Strasbourg, il va voir à Strasbourg, tiens, il y a un club, ce club-là m'accueille gratuitement. Donc voilà, il n'y a pas de rémunération, il n'y a rien du tout si tu veux. Et puis derrière ça, c'est pas que l'accueil du club, ça veut dire que voilà, moi j'ai des collègues, des potes au club qui ont accueilli chez eux, tu vois, le système du Airbnb, mais c'est le Airbnb Jiu-Jitsu quoi. Ouais, c'est le mat surf, c'est ça, c'est ça. C'est pas loin de ça, ouais, c'est ça, c'est le mat surfing, ouais, c'est Et ça. ça, c'est via BJJ Globetrotter, c'est eux qui organisent ça en gros. Ça, c'est eux, si tu veux, c'est eux qui, voilà, c'est la grosse plateforme. Le gars qui a monté Gogart, le gars qui avait monté BJJ Globetrotter, c'est vrai que voilà, il avait cet esprit d'ouverture. Du coup, c'est vrai qu'il a refilé à tout le monde. Après, moi, je suis pas impliqué dans le BJJ Globetrotter. Hein. C'est juste que voilà, je sais que c'est un truc, c'est une sorte de pas de fédé, mais c'est un phénomène mondial où tu sais que voilà, si tu cherches une académie, c'est exactement ça, c'est un réseau mondial. C'est très rigolo parce que quand même, on a entendu parler de vous, bon, via Kleenex évidemment, mais aussi quand on demandait un petit peu à tous les globetrotters parisiens dans le jiu-jitsu. Et l'Infini Jiu-Jitsu était le truc qui revenait tout le temps. Tous les globetrotters qu'on connaît sur Paris nous ont parlé d'Infini Jiu-Jitsu. Donc c'est marrant quand même que que ce soit connu pour ça et que ce soit un de vos fonctionnements, quoi. C'est-à-dire que tu n'aurais pas pu faire autrement.
Bah écoute, moi je vais te dire, voilà, on parle de nous, c'est pas moi qui vais parler de moi, tu vois. Moi c'est, voilà, on parle de nous. Concrètement, voilà, c'est ce qui me plaît, je suis content, je me dis, voilà, les gens qui viennent chez nous, qui se sentent bien, qui ont envie de revenir, bah écoute, je veux dire, moi entre guillemets, c'est là où j'ai gagné. Hein, Ouais, on a été bien reçus. Bah, écoute, hein, Bon, avec douleur, on a été bien reçus. Mais c'est comme ça qu'on est bien reçus. Oui, mais arrête, on a l'impression que c'est un club de bouchers et tout le monde était gentil. Il y a que ça là qui était mauvais en fait. Non mais moi, moi je vais vous dire, Il a été délicat avec moi, hein, parce que vraiment... les gars, je suis désolé, j'ai pas vraiment pu combattre, je suis blessé là, donc... T'es sérieux là? C'est pas cool. Non, je retire tout ce que j'ai dit. Il y a Kusen qui était dur. Kusen qui était dur. Ça là, ça allait. Franchement, ça va, il est prenable. On est Une fois que tu sais bloquer le jeu, c'est bon. Non, mais faut y aller en mode cool, hein, je veux dire, voilà, c'est... Après, tu sais, t'arrives dans une académie, voilà, même vous les gars, c'est vrai, vous êtes de passage, vous dites, voilà, on sait jamais comment on va être accueillis. L'histoire des combats, tu sais, des combats à la fin, tu sais jamais, voilà, tu vas doucement, tu vas pas doucement, comment est-ce que tu gères? Voilà, moi j'ai l'habitude d'être toujours, voilà, je suis toujours en mode zen. Bon, ça va jouer des tours de temps en temps, c'est vrai, quand t'as des gars qui viennent pour te rentrer dedans. Mais après, honnêtement, quand c'est dans un bon état d'esprit, c'est toujours nickel. Hein. C'était quoi, il y a 2 ans, il y a Pierre Pila qui est passé chez nous. Ouais, un grand nom aussi, quelqu'un de très connu. Bah, Pierre Pila, grand nom du jiu-jitsu brésilien. Et en fait, il avait une superbe expression quand j'ai discuté avec lui, très philosophe. Hein, c'est un philosophe du jiu-jitsu brésilien pour moi, ce gars. Ah ouais? Et ouais, vraiment, c'est le philosophe du jiu-jitsu brésilien. Ok. Et le gars, il avait une petite phrase justement par rapport à ça, parce qu'on en discutait. Il me dit, pour moi, le jiu-jitsu brésilien, bah, c'est un dialogue. Il me dit, le gars, il discute avec toi zen, tu parles zen. Le gars, il chuchote, tu chuchotes. Le gars, il gueule, bah, tu vas gueuler. Et franchement, c'est exactement ça. Ouais, à quel moment est ton implication là-dedans alors? Parce que ça veut dire que tu ne t'adaptes, ce n'est que en fonction de l'autre. Tu peux pas toi essayer d'imposer ta façon de dialoguer aussi? Ça veut dire que tout est de la faute de l'autre? Quand j'ai des invités, oui. Quand j'ai des invités, oui. Donc si tu nous as secoué hier soir, c'est notre faute. Ah ok. Je vous ai pas secoué. Arrêtez les gars, j'ai été gentil avec vous. Oh là là. Non, je me rappellerai juste de la pression. Après j'ai blackout total. Juste la pression. Je crois que j'avais jamais eu aussi mal au sternum. Ah, et juste en me montrant les trucs, c'est vrai que tu sais, à un moment tu m'as montré là, ton épaule là. Pardon, c'est un peu visuel, mais là je pense que j'ai bien mal là au sternum. J'ai bien mal. Juste pour me montrer, hein, ouf. Mais non, mais. Ouais, jeu de pression, vraiment. C'est ouais, l'école de la presse, tu vois, c'est l'école de la presse. Bon après, tu vois, on a des passages aussi bien, en mouvement, ça veut dire un peu plus en mouvement, en décollé, mais après c'est vrai que. C'est hyper intéressant pour un truc qui tient à nous deux, vu qu'on a l'occasion de se balader dans pas mal de clubs, c'est voir les styles. Et ça c'est hyper intéressant. Des styles garde fermés, des styles de passeurs de dingue, des mecs qui virevoltent, et des écoles de pression. C'est quelque chose que moi je connais assez peu, j'ai l'impression que Jérémy pas très fort. Ah, moi pas du tout, mais alors ça je suis très très loin de ça. Et on a senti hier que vous étiez des gars en pression, c'était chez Icon aussi qu'on avait senti ça. Ouais, là, je sais même pas si on peut parler de pression. Oh là 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 là. C'était quelque chose aussi. Icon Lyon. Ouais, enfin c'est assez rigolo de noter les styles. Vraiment, c'est intéressant parce que tu vois que le ceinture noire, l'enseignant, vraiment que son style déteint sur les élèves et c'est hyper intéressant. C'est vraiment quelque chose qu'on note. Ça, je l'ai vu parce qu'on a même une petite section enfants. Hein. Ils sont pas nombreux, hein. Ils sont une douzaine. Et les enfants un peu plus grands, ceux qu'on a à peu près. Tu donnes des cours enfants. C'est toi aussi qui t'en occupe de la section enfants? Tu donnes des cours enfants. Ouais. Combien de cours par semaine chez Infini? Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais, donc c'est un cours. Ouais, donc le lundi c'est un cours que compétiteur. Le reste de la semaine, mardi, jeudi, c'est le cours comme vous y avez assisté hier, c'est un cours classique. Voilà, toujours les mêmes bases. Le vendredi c'est un question-réponse. Donc là en général voilà, c'est les gars, voilà, quelle situation vous pose problème, et puis on travaille dessus. Samedi c'est plutôt sous forme d'open mat, donc samedi on accueille beaucoup de gens. Et c'est le samedi aussi où j'ai le cours enfant. Le samedi en général on est à la frontière allemande, donc on a énormément d'Allemands qui passent nous voir. Et non, voilà, ça le fait, ils aiment bien. C'est vrai qu'on est à la frontière allemande. D'ailleurs, vous avez une grande force, vous, en Alsace, c'est de nous faire croire que les noms de vos villes sont faciles à prononcer. Je te jure. Là, actuellement, on enregistre dans le Airbnb où on est. On ne sait pas prononcer. On ne sait pas. Tu sais prononcer maintenant ? On est à Wolfensteinheim. Voilà, c'est ça. On est à... C'est ça, tu l'as bien dit. Ça là, donc on est à Oberscheffolsheim, à côté de Wolfisheim. Et il le dit, vous avez vu, il a rien préparé. Il a dit comme ça, voilà. Oui, c'est un vrai truc.
Excuse-moi, donc je t'ai coupé. Oui, et donc ça se voit aussi chez les enfants, tu me disais, donc la Ouais. vision du professeur. On voit même les enfants, hein, on voit des gamins quand tu les laisses bosser, tu vois les gamins en train de rentrer l'épaule sur des contrôles côtés, qui sont en tripode, en train de te mettre une presse de malade avec l'épaule, mais pratiquement t'as envie de taper avec un gamin de 10 ans. Tu te dis punaise, mais s'ils ont déjà compris ça, Qu'est-ce que ça va être quand ils seront à 31 ans? oh là, j'ose même pas imaginer. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est ce dont on parlait avec Babiche aussi sur la nouvelle génération. Parce qu'on disait sur la nouvelle génération, il disait nous, il y a la France, la France a bien évolué, mais il disait ce qui arrive là, ça va être. Parce qu'avec des profs comme toi, comme dans la Z-Team avec Zakaria Arabe, ou même à Lyon avec Mathias Jardin, avec des gros profs, il va y avoir des gars prêts, quoi, des gars vraiment prêts sur les prochaines générations. Ah, la nouvelle génération, elle va concurrencer tout le monde au niveau mondial, hein, faut être honnête, hein, c'est pas... Tu penses ça vraiment ou c'est un côté un peu genre j'ai envie d'y croire? Parce que c'est quand même de se dire en France on va sortir des Jujitsuka qui vont gagner les championnats du monde, ce qui, tu vois, en ceinture noire, c'est extrêmement difficile. Adulte, c'est que les Brésiliens qui gagnent, il y a quelques Américains et encore. Tu crois vraiment à ça qu'il y a des Français qui, ceinture noire, vont gagner des championnats du monde? Tu sais, on n'est pas devin, hein, mais honnêtement, je veux dire, en termes d'enseignement, ce qu'on arrive à enseigner aujourd'hui aux enfants, on le fait aussi bien que des Brésiliens, on le fait aussi bien que des Américains, on le fait aussi bien que des Japonais. Voilà. Et surtout, parce que pour avoir vu pas mal de clubs et de façons de voir les choses à travers le monde, on a la méthode en France. On a une vraie méthode d'enseignement. Ça se voit à l'école, ça se voit dans les études, enfin au niveau de nos universités, les choses comme ça. Mais on sait enseigner. On l'a vu aussi hier. Clairement, il y avait un accès. Et alors je dis pas que les autres pays sont pas capables de ça, mais nous, maintenant qu'on a l'historique du jiu-jitsu brésilien, qu'on commence à avoir de vrais noms sur quelques années, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment évolué dans le jiu-jitsu brésilien, ce en quoi on peut avoir confiance aussi, c'est qu'on a la méthode. On sait enseigner en France. Bah, la pédagogie, c'est certain, hein, on l'a. Après, voilà, je veux dire, bah, vous avez fait le tour un peu, bon, le tour pas encore, mais je veux dire, voilà, tu parlais de Vincent, à Lyon. Ben voilà, c'est un pédagogue hors pair. On parlait hier de Mathias Jardin, même chose. Tu parlais de Zakaria. Voilà, on descend dans le sud, on va voir les frères Gaillard. C'est voilà des pédagogues, des vrais pédagogues, des personnes qui sont là pour transmettre et qui savent transmettre. On en a en France, hein. Et qui aiment ça aussi, non? Bah, de toute façon, c'est la clé de la chose. Après, on a encore de la chance. Pour moi, c'est une chance en France, hein. On a de la chance en France de ne pas fonctionner sous le système d'une entreprise pour le jiu-jitsu brésilien. Donc, si tu veux, ça reste encore réellement des plaisirs pour nous et le plaisir de transmettre. C'est un problème, ça, pour toi, le côté entreprise? Gagner sa vie, c'est important, hein. C'est super important, on est d'accord. Ça, on est d'accord. C'est très très Ça, on est important, on le sait. Mais le côté entreprise, Commerce du jiu-jitsu. Mais le truc, c'est que le côté commerce, tu sais, on n'est pas habitué à ça en France, et puis on n'a pas grandi avec ce système. Nous, les sports, si tu veux, en France, c'est de l'associatif. Voilà. On a grandi avec l'associatif dans le sport. Voilà, c'est ce qui fait que le sport s'est toujours développé. Aujourd'hui, on commence à un peu à imiter le modèle américain. Sur certains sports, tu regardes par exemple tout ce qui est crossfit, mais concrètement, c'est pas des assos, tu vois. Et ça commence à fonctionner. Mais dans le jiu-jitsu, bah, on le sait, hein, le jiu-jitsu en France, voilà, t'es pas prêt comme aux États-Unis, comme au Japon, comme même en Allemagne, t'es pas prêt à mettre 1000 € pour une saison. Voilà. Après, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? il y a de plus en plus de clubs comme ça, quand même, hein. Il y en a, c'est ce que je te dis, il y en a, ça se développe. Après, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, loin de là, hein. Mais c'est vrai que voilà, il faut y être préparé. Et puis, bah, on le sait, on le voit de toute façon sur les forums, hein. On voit que les gars, bah, ils ont du mal à sortir 50 €, 60 € pour un stage. Bien sûr que c'est de l'argent, ça, je suis tout à fait d'accord. Pas pour un Kim. Non, mais il faut être honnête, hein. Ça, c'est un vrai truc quand même. C'est-à-dire qu'il y a certains stages qui vont se retrouver à moitié plein. Ouais. Mais en revanche, ça pose aucun problème de dépenser 400 € dans un kimono. On le voit sur les groupes, hein. On le voit, mais après voilà, ça c'est propre à chacun, tu vois. Mais l'enseignement, ouais, je veux dire l'enseignement, l'argent bien sûr qu'il est là, bien sûr que voilà, on passe du temps, on laisse nos familles, on fait des concessions. À un moment, voilà, il faut un petit retour, histoire de se dire, voilà, j'aime ce que je fais, voilà, je peux en vivre sur. C'est pas encore vraiment possible en France. Il y a des gens qui survivent avec le jiu-jitsu. Bon, ils ont d'autres activités à côté. Mais après, voilà, c'est sûr que si maintenant, bah, concrètement, tu peux te payer certains frais de vie avec le jiu-jitsu, bah, c'est certain que voilà, tout est
tout est ok, tout est rose entre guillemets, puisque tu as ton jujitsu, voilà, il te permet de partir en compétition, tu peux partir en voyage, tu peux voir plein de choses, et puis ça c'est sûr que c'est plaisant, on va pas se mentir. Toi, à titre personnel, t'es au Pôle emploi, t'es coach, c'est ça? Quelque chose du genre? J'avais compris formateur, excuse-moi, formateur. Ouais, moi en fait j'ai toujours été, de toute façon la pédagogie ça a toujours été mon dada comme on dit, hein. Ouais, je suis sorti de la fac j'ai fait de la bio, j'ai fait une maîtrise de bio, après j'ai fait de la pharma, je me suis spécialisé en pharma, j'ai donné des cours à la fac. Après, j'ai été formateur dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'étais spécialiste en diabéto. J'ai travaillé pendant 11 ans sur le diabète. Donc, je formais des professionnels de santé. Et là, maintenant, je suis chez Pôle emploi et puis je m'occupe de tout ce qui peut être formation, orientation. Et en même temps, tu formes des jujitsuka. Et en même temps, je forme des jujitsuka et puis c'est un parallèle parfait. Donc, La pédagogie, c'est important pour toi, enfin, c'est une passion, c'est un truc vraiment, pour toi c'est important de transmettre, c'est un truc dans lequel vraiment tu t'éclates. voilà, tu sais, tu regardais par exemple des rappeurs, on parlait de Médine hier, mais le savoir est une arme. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et il faut vraiment transmettre ça. Et j'avais toujours un leitmotiv en fait, je me disais toujours la même chose. Faire c'est bien, mais faire c'est mieux. C'est vrai. Et moi je suis entièrement d'accord. Et c'est exactement ça en fait. Donner aux gens les moyens de s'aider eux-mêmes quelque part, c'est un peu ça écoute, le là, but tu pourrais bosser chez Pôle emploi demain. Est-ce que tu en as vraiment envie? Je sais pas. Me posez pas de questions. J'essaye d'être un patron déjà, c'est très très dur. On va. Ouais. Non mais vraiment, la transmission du savoir c'est vraiment un kiff, mais c'est vraiment un kiff quand tu vas en compète, tu vois que tes gars ils font ce que tu leur as transmis, quand tu vois que tes gars ils kiffent ce qu'ils font, et puis voilà les gars tu leur as transmis une chose, ils l'ont retenu, ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre, ils l'ont adapté à leur style bien sûr, mais quand tu vois que ce que tu transmets fonctionne, là tu te dis putain j'ai gagné quoi, franchement c'est... Il faudrait que vous voyiez son sourire là, mais on sent qu'on a touché à quelque chose. Ah mais c'est vachement important ce que tu me dis en plus. Bon, on a assisté à ton cours hier, mais on a vu globalement, là tu nous as raconté en 2 mots, que tous tes cours étaient bien préparés. Le concept du question-réponse, tu vois, pour le coup, moi j'avais jamais entendu un cours où c'est les élèves, entre guillemets, qui choisissent de quoi ils veulent parler. C'est hyper intéressant comme approche. T'avais déjà entendu ça, Jérémy? En fait, oui. Tu sais, un peu le dernier mois de l'année avant la fermeture du club. Mais au final, ça, c'est quelque chose. Enfin, tu as eu le temps d'oublier la technique qui t'a posé problème. Le faire une fois par semaine. Tu sais, il y a le truc du dernier mois où tu n'as pas vraiment de cours et tout, et puis tu peux demander un petit peu tout ce qui te passe par la tête, mais le fait de l'avoir toutes les semaines... Non, on l'a vraiment toutes les semaines, on l'a tous les vendredis, et puis il n'y a pas de... Tu sais, des fois les ceintures blanches sont toujours un peu réticentes, tu vois, elles viennent d'arriver, elles se disent moi je peux pas poser de questions, je connais pas. Non, il n'y a pas de tu connais pas. Là, tu viens d'arriver, ok. Quelle situation te pose problème? Le gars qui te met la presse? Ok, on va essayer d'en discuter. Mais voilà, honnêtement, c'est ouvert à tous, et puis non, on fonctionne sur ce concept, et puis c'est un concept de pédagogie, hein. C'est un question-réponse. Tu questionnes la personne, tu vas pas tout le temps la questionner, tu vas aussi lui laisser l'opportunité, elle, de te questionner, et puis d'aller chercher l'info. Donc c'est elle qui te questionne, au lieu d'aller mater des vidéos, et puis de pas savoir analyser les vidéos, parce que c'est compliqué, hein. Quand on est ceinture blanche, je crois qu'on l'a tous fait, on a tous 100 gigas de disque dur qu'on n'a jamais regardé. Avec des techniques de l'espace-temps qui n'existent pas plus qu'au-delà de la vidéo YouTube. Et moi, quand je vois les ceintures blanches qui essaient de faire des berimbolo, enfin, tu vois ce que je me dis, les mecs, vas-y simple, c'est classe le berimbolo, tu vois. Infini, c'est pas un club à berimbolo. Non mais vraiment, hein, pour en avoir parlé. Dis pas ça, je m'en suis mangé un hier, de Hussein qui doit faire 60 kilos, je fais 20 kilos de plus, j'ai honte. Non mais pour en avoir parlé, parce que j'ai tourné avec quelqu'un et il me dit je sais plus à quel moment, et je dis ah ouais c'est plus un gardien. Il me dit oui, puis bon je fais partie de ceux qui font du berimbolo ici, qui sortent des berimbolo. C'est-à-dire qu'il y a un club, tu vois, au sein d'Infini, il y a un berimbolo club. Donc on sent quand même, il y a la parole du patron derrière qui te dit non, le berimbolo c'est pour les danseuses. Laissez-moi tranquille avec vos trucs. Non. Honnêtement, en termes de programme, on va pas rentrer dans les programmes, hein, mais... c'est intéressant, vraiment, enfin... En fait, on bosse sur toutes les thématiques. Vraiment, toutes les thématiques, c'est simple. Voilà, je vous fais un truc... voilà. Par exemple, tu prends une de la Riva. On va bosser, voilà, on a un cycle de la Riva. De la Riva, on va le bosser pendant 1 mois et demi, 2 mois peut-être, 1 mois et demi. Il y a des ceintures blanches débutantes qui nous écoutent. La de la Riva, qui est une garde. Excuse-moi, ouais, qui est une garde en fait, qui est une garde un peu particulière. C'est une sorte de garde ouverte avec un crochet extérieur, en fait, avec un crochet extérieur sur la jambe de l'adversaire. Donc avec ce crochet-là, on peut contrôler aussi bien, mais on peut contrôler la fuite entre guillemets pour pas laisser
partir la personne et puis on peut contrôler la pression. En fait, si la personne veut le presser, on peut également mettre de la distance. Donc c'est une garde qui est très 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 efficace, qui a été créée par Monsieur de la Riva, qui est encore vivant, qui est encore très actif au Brésil, et donc qui a une garde à son nom. Et Qui ne doit pas avoir des genoux en super état, parce que c'est une garde qui attaque un peu quand même. Ouais, mais écoute, lui, il a une souplesse de malade. Et il n'a pas une de la Riva comme nous on l'a fait. Il n'a pas une de la Riva comme tu la verrais en compète en fait. Il a une de la Riva avec les genoux hyper laxes, hyper ouverts sur l'extérieur. Et du coup, bon, lui, il va pas partir sur des berimbolos, c'est sûr. Mais c'est vrai que sa de la Riva, bah, la sienne, hein, c'est à lui, hein, elle est un peu différente. Voilà. Bon, après, oui, il doit avoir les genoux arrachés. Et donc, on parlait de la Riva. Donc, on va prendre la de la Riva. Donc, si je prends la de la Riva, comment je vais bosser dessus? Je vais bosser comment arriver à la de la Riva, les tirages de garde de la Riva, les transitions, par exemple, d'autres gardes pour aller vers la de la Riva, les renversements à partir de la de la Riva, les attaques à partir de la de la Riva, les soumissions à partir de la de la Riva et les défenses à partir de la de la Riva. Voilà. C'est des cycles super longs, on peut être sur 2 mois en gros, c'est-à-dire que tu peux bosser, enfin faut avoir une année si tu veux bosser toute la de la Riva. Ouais, en fait, ouais, c'est ce qu'on fait, c'est des cycles assez longs, c'est des cycles d'1 mois et demi, 2 mois, et je dis en général 1 mois et demi, et vous avez vu hier, hein, on essaie de fonctionner toute la semaine avec les mêmes techniques. Je suis pas de l'école où on fait 2 techniques le lundi, 2 techniques le mardi, 2 techniques le mercredi, et puis qu'à la fin de la semaine, tu t'en rappelles d'une seule. C'est vraiment, on fonctionne toute la semaine sur les mêmes. Et après, c'est vrai que voilà, quand il y a le question-réponse, des fois on pousse plus loin, et puis vous l'avez vu, hein, on termine le cours à 10h, 10h05, on est encore sur les tatamis en général jusqu'à 11h. Hein. Et puis là, on fait encore entre nous des questions-réponses, et puis il y a toujours du monde qui reste. On m'avait dit ça là, on sait quand il arrive, ouais. On sait pas quand il repart. C'est toujours ça. Heureusement que le gardien nous a foutu dehors hier quand même. C'est vrai qu'on s'est fait foutre dehors. Il voulait fermer, c'est vrai, pour fermer le portail et tout. On discutait, on rigolait. En plus, on est resté avec un type de hyper sympa. Et le type dehors, il dit ouais, les gars, faut partir là maintenant, je vais fermer. Ouais, et puis la nuit sur le parking, on le sentait bien, mais il y avait comme un truc quoi. Non, mais c'est le partage. Franchement, c'est le partage. Le jiu-jitsu, c'est le partage. En 1 an, t'arrives à, je vais pas dire tout voir parce qu'on n'a jamais tout vu, mais en 1 an, t'arrives à faire les basiques, t'arrives à faire un cycle complet où tu te dis avec les cycles d'1 mois et demi, tu t'en sors? Ouais, on s'en sort, on arrive à s'en sortir. Pourquoi? Parce que sur certains cycles, en fait, on coupe vraiment, on coupe par exemple l'enseignement en 2. Il n'y a pas longtemps, on a travaillé sur la X. On sait que la X, certaines formes de X ne sont pas données entre guillemets aux ceintures blanches dès le départ. Hein. Donc mieux vaut qu'on travaille sur des basiques. Donc si tu veux, voilà, j'ai mon collègue, mon ami, mon frère d'armes du Jiu-Jitsu UC, vous t'en parlais tout à l'heure. Voilà. Vous vous êtes rencontrés comment? Jiu-Jitsu. Au club chez Infini. Ouais, au club, ouais. Mais le premier entraînement, il m'a mis un triangle, je l'ai slamé, et puis depuis, on est potes. Écoute, la première fois qu'on a combattu, Jérémy et moi, il m'a mis une bonne clé de cheville. Je lui ai dit, mais attends, on n'est pas censé faire ça. Tu m'avais dit, il y a une sorte de gentleman agreement. Et je me suis dit, oh, le type sait parler. J'avais aimé. À défaut de faire du jiu-jitsu correct, il sait parler. Et donc, ouais, par exemple, lui, voilà, il n'y a pas longtemps, Hussein a géré, lui, il a géré la partie un peu plus avancée. Et si tu veux, nous on a refait un cycle de base, j'ai refait un cycle de base pour les débutants. Et du coup, voilà, sur certains cycles on divise, sur d'autres cycles on fait tous ensemble. Et ça nous permet vraiment de couvrir, on va dire, la majorité des grandes gardes du Jiu-Jitsu, la majorité de tous les aspects en fait du Jiu-Jitsu. Et puis après, comme vous avez vu hier, hein, voilà, on était sur un cycle contrôle genou, mais à côté de ça, j'ai montré que cette position, c'est plus que ça, c'est un concept qu'on peut aller chercher en demi-garde, qu'on peut aller chercher en contrôle de côté. Voilà. Donc on bosse aussi beaucoup sur les concepts. On a les techniques, vous l'avez vu hier, la presse. La presse, je vous ai montré, ce qu'on a fait hier avec la presse épaule, on peut le faire dans différentes positions. Et donc en fait voilà, c'est vraiment le concept de pression. On l'a bien senti, hein, je pense que c'était très très clair. On l'a bien senti. Tu fais un peu du complément au Jiu-Jitsu dans ton enseignement, c'est-à-dire conditionnement physique, ce genre de choses, ou toi tu t'en occupes pas et tu laisses tes élèves le faire d'eux-mêmes? En général, si on regarde vraiment sur l'année, c'est vrai que hier c'était un peu zen en termes d'échauffement, mais en général c'est toujours un petit échauffement histoire voilà, de ne pas se faire mal, quoi. Un échauffement général histoire vraiment que le sang circule dans tout le corps, et après soit c'est un échauffement spécifique vraiment, soit c'est du drills. En général, c'est ce qu'on fait. Après, les vrais échauffements physiques, les vrais prépas physiques, on les fait juste à l'approche des compètes, mais on essaye de
pas les faire à l'académie. Les compétiteurs, on se réunit à côté, puis on essaie de faire nos prépas physiques à côté. Parce que le truc, c'est que voilà, je peux pas. On a un club. Voilà, on connaît nos objectifs. Nos objectifs, c'est quoi? C'est d'être un groupe de potes. Pour moi, voilà, quand on me dit professeur, C'est important quand même d'avoir une. Je veux pas dire. C'est pas stature, mais d'avoir une différence, de marquer une différence. C'est important quand même, sinon n'importe qui peut arriver et dire non, attends, on va pas t'écouter toi aujourd'hui, j'arrive, j'ai vu un truc sur YouTube, c'est quand même important. Non, bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est important. Mais les gars me connaissent, hein, les gars savent que voilà, m'appelez pas professeur. Pression sinon pression directe. Sinon, pression. T'es contre les titres. T'as le droit de dire que t'es contre. J'ai le droit de le dire. Oh, t'as le droit. Ok, ouais. Écoute, ouais, il y avait pas longtemps, il y avait encore des polémiques sur le net avec les maîtres. Voilà, j'étais au Brésil, j'étais plusieurs fois au Brésil. Hein. On m'a appelé Philo Senpai. Philo Senpai, ça veut dire le fils sans père. Concrètement, dans le Jiu-Jitsu, j'ai pas de père. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolé pour les puristes, mais j'ai pas de maître. Je peux pas appeler quelqu'un maître. Voilà, c'est con, hein, mais c'est comme ça. Pourquoi c'est con? C'est con parce que voilà, bon, c'est con par rapport aux puristes, hein. C'est con par rapport aux puristes parce que c'est vrai que les puristes du Jiu-Jitsu, ben voilà, c'est non, tu dois avoir un maître, voire deux maximum, et voilà. Non, moi j'ai appris avec tout le monde. J'ai appris, voilà. J'ai quelqu'un au départ qui m'a suivi sur mon Jiu-Jitsu, et puis je l'en remercie, hein, Christian Sardella, c'est lui qui avait monté le club au départ Infini Jiu-Jitsu. Voilà, maintenant il est à 7, il a monté sa petite structure à 7, il est tranquille. Mais c'est vrai que voilà, très vite j'ai pris mon envol, j'ai commencé à donner des cours, j'étais ceinture bleue, et après j'ai bougé. Je suis allé aux quatre coins de la France, je suis allé aux États-Unis, je suis allé au Brésil, je suis allé en Italie, j'ai bougé partout, j'ai appris partout. Pourquoi? Parce que si tu veux concrètement. Non, mais on bouge pas par hasard. Enfin, c'est vrai. Oui. Non, mais pour apprendre le Jiu-Jitsu, ma passion, je voulais l'apprendre de tous, je voulais prendre, voilà, je sais pas, je prends une technique, mais une technique, si tu veux, voilà, tu prends 10 enseignants, ils te l'enseigneront de 10 manières différentes. Mais moi, j'ai besoin de toutes ces manières-là pour voir, mais voilà, qu'est-ce qui peut être très efficace, qu'est-ce qui fonctionne très bien. Tu vois, hier, on en discutait, Jérémy. Voilà, on ne va pas rentrer dans les techniques qu'on a faites, mais un positionnement d'épaule, un décalage d'épaule, là je suis en train de faire le geste, hein, un décalage d'épaule change toute une technique. C'est vrai qu'on est sur quelque chose d'hyper visuel. Non mais c'est vrai parce que ça s'est joué au millimètre, et vraiment pour le coup je l'ai senti. C'est vrai, ça se jouait à un millimètre. C'est exactement ça, c'est l'école du détail, hein. Ça je crois que vous l'avez vu, hein, parce que même sur de l'échauffement, vous avez vu, même sur du drill, on est dans le détail. Hein. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence entre un Jujutsuka et puis un bon Jujutsuka. Voilà, si on veut être bon. Mais voilà, c'est vraiment l'école du détail. Et du coup, mais les détails, il faut que tu ailles les chercher. Il faut que tu ailles les chercher partout. Voilà. Et toi, ça a été grâce à cet échange, grâce à ces voyages que tu as obtenu ce que tu cherchais, ces détails, C'est exactement ça. Tu as trouvé ton jeu comme ça J'ai trouvé mon jeu comme ça, j'ai trouvé mon jeu en tournant partout, j'ai trouvé mon jeu en me faisant arracher un peu partout, j'ai trouvé mon jeu en compétition aussi, hein, faut être honnête. Hein. Voilà, je mets jamais... T'es un gros compétiteur? Un gros, j'ai deux... Attends, gros, quand je dis gros, c'est pas forcément gagnant dans tous les sens et tout. Est-ce que tu en faisais beaucoup? Beaucoup. Sur une année, voilà, je fais jamais énormément de compètes. Hein. Tu sais, j'ai 2 enfants, j'ai le club à gérer. Voilà, j'ai une femme qui travaille dans la vente, donc des fois un peu compliqué au niveau de l'emploi du temps à gérer. Mais ouais, écoute, je parle jamais de palmarès, mais voilà, depuis la ceinture blanche, mes championnats de France en master, hein, toujours. Hein, je tiens quand même à le préciser. C'est vrai, j'ai toujours pris mes championnats de France ailes, hein, à part la ceinture bleue où j'étais blessé, mais j'ai pris en blanche, j'ai pris en violette, j'ai pris en marron, j'ai pris en noir, j'ai pris au Brésil, j'ai pris aux États-Unis, ouais, j'ai pris des breloques un peu partout. Mais je sais pas, je le mets jamais en avant, c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité, voilà. J'aime la compétition. J'aime gagner, hein. Qui n'aime pas gagner? Ouais. J'aime gagner. Sinon on fait pas de compétition, sinon on reste chez soi. C'est ça. Mais après, voilà, c'est... Et pour toi, le fait d'être compétiteur, disons qu'au-delà du fait que c'est important dans ton jiu-jitsu, c'est important, ça t'a permis de progresser aussi dans ton enseignement, enfin, ça a été, les sensations que tu en as retirées étaient vraiment importantes pour développer ton académie? Complètement. Ça me permet de pas, si tu veux, de bosser sur des erreurs, de pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, je travaille sur des cycles, voilà, mes spéciales, c'est quoi? C'est de la demi-garde, hein. Ma garde spéciale, c'est la demi-garde, mais je vois que voilà, en compétition, c'est ce qui m'a fait gagner, mais c'est aussi ce qui m'a fait perdre. Et les fois où ça m'a fait perdre, j'ai dû travailler dessus pour après pouvoir enseigner justement à mes élèves, à mes potes à l'académie. Ah, c'est beau. T'arrives pas à dire tes élèves? J'ai du mal.
C'est vraiment marrant quand même. J'ai du mal, franchement, j'ai du mal. En fait, c'est intéressant ça là, parce que bon, on se connaissait pas du tout, enfin, soyons clairs. T'as un profil qu'on avait pas trop rencontré, c'est assez cool, je trouve. J'ai un Bah, peu- dans le jiu-jitsu, qui a quand même une référence un peu martiale, c'est vrai que c'est rare quand même de dire, de pas arriver à appeler. Bon, après là, il y a un peu du jeu aussi, on a compris, on n'est pas. Mais de pas arriver à dire mes élèves, tu vois, c'est. Non, il te le C'est-à-dire dit que pour toi, ça n'est qu'un échange immense. Toi, en gros, t'es un média quand t'arrives, et puis après, c'est un échange. C'est un échange, voilà, j'ai un peu plus d'expérience, j'en sais un peu plus qu'eux, je suis allé un peu plus en compète et puis j'ai eu le temps d'étudier, parce que pour moi le jiu-jitsu ça s'étudie, hein, voilà, j'ai eu le temps Comment d'étudier. Comment? Comment? Comme tu étudierais n'importe quelle science, parce que c'est vraiment une science. Ouais, c'est une science mécanique. Ouais. C'est exactement ça, c'est une science mécanique, c'est une science technique, tu l'étudies en fait, tu l'étudies comment? Tu l'étudies en séminaire, tu l'étudies avec tes potes, tu l'étudies avec tes potes à répéter pendant des heures et des heures et des heures un même mouvement et puis à plus pouvoir le refaire le lendemain. Et t'arrives à... Tiens, une question intéressante, Ouais. est-ce que tu arrives comment tu progresses aujourd'hui? Parce que bah, c'est toi le boss, Hussein, il est ceinture noire comme toi, mais il est beaucoup plus léger. Il est pas exactement de ton gabarit. Comment tu progresses à la dure? Parce que pour gagner, faut quand même aller à la dure. Alors tes élèves, tes potes, ont l'air très forts, mais bon, Je- c'est pas forcément eux qui te font rentrer dans le dur, non? Non, après ça dépend du jeu entre guillemets sur lequel je veux progresser, c'est toujours ça. En fait, il y a vraiment un jeu, il y a le jeu de passeur et le jeu de guarderon, de preneur de garde. Voilà, il y a le passeur, le passador en brésilien, et puis le preneur de garde. Sur les jeux de preneur de garde, concrètement, ben voilà, je me laisse faire, je me laisse un peu faire. Voilà. Je me laisse faire histoire de sentir la presse, tu vois, voir si je leur ai enseigné les bonnes choses, pour pouvoir progresser dans la difficulté en fait. Il faut que tu te mettes en difficulté pour pouvoir progresser. C'est hyper intéressant. Donc c'est ça, Tu vois. en fait, c'est ça, tu te laisses un peu déborder pour progresser. T'es obligé quand, voilà, je veux dire quand quand t'as des gens qui sont pas, quand t'as des potes qui sont pas au même niveau, voilà, quand je dis pas au même niveau, c'est rien, c'est juste une Non, mais histoire qui ont moins d'expérience. Voilà, c'est on va évident, dire ça c'est comme comme ça. ça. Hein. Comme On n'a on pas ex- t'as une ceinture noire, ils ont une ceinture bleue. Voilà, c'est C'est- très clair, c'est parlant. Hein. C'est ça. Donc quand tu es dans ces situations-là, il faut laisser bosser. Il faut laisser bosser, tu laisses bosser, tu te mets dans la difficulté. C'est vraiment voilà, la force de la progression, je pense, dans le jiu-jitsu. C'est vraiment se retrouver dans des situations pourries, toi-même te mettre dans ces situations un peu, voilà, un peu compliquées pour trouver des solutions à chaque fois. Et puis en fait, ça, c'est vraiment ce que j'applique par exemple sur le jeu de preneur de garde. Après, sur le jeu de passeur, c'est sûr que c'est compliqué parce que tu vas pas presser quelqu'un qui ne sait pas défendre ou qui peut pas défendre. Voilà. Sur les jeux de pression, c'est vrai que je travaille un peu autrement. Ça, c'est surtout quand je bouge, tu vois. Ben, on est à côté de l'Allemagne. On connaît Tu bouges encore, tu bouges encore. Ouais, je bouge encore. Ouais, je bouge encore. Pour le jiu-jitsu? Oui, bien sûr, oui, pour le jiu-jitsu. À quelle fréquence à peu près tu vas te déplacer ailleurs? On va dire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je vais en Allemagne. Ah, quand même. Ouais. Mais Donc tu te maintiens quand même grâce à ça. Oui, t'es obligé. Mais les Allemands, on a des gros Allemands si tu veux. Hein. Les Allemands connaissent la force allemande, hein, tu sais. Ils sont fidèles à leur réputation. Ils sont fidèles à leur C'est toi réputation. l'expert. Hein. Écoute, en termes de technique, je vais pas dire qu'ils sont pas exceptionnels, c'est pas vrai, mais voilà, en termes de technique, je pense qu'ils sont quand même un niveau en dessous des Français. Hein. Mais par contre, en termes de force pure et de presse, ils sont là. Du coup, ça te permet vraiment de travailler, quand tu veux travailler sur ton jeu de presse, ça te permet vraiment de bien bosser, tu vois. Après, voilà, c'est pas qu'avec eux qu'on travaille. Hein. Hussein, même à 60 kg, on est capable de. Voilà, il sait défendre. À partir du moment où tu as un gars qui sait défendre, tu es capable encore de faire des choses. Ok, d'accord. Là, tu nous parlais un peu de tes compétitions, tu nous disais que tu avais une équipe de potes compétiteurs, et il y en avait pas mal, j'ai l'impression. Tu me disais 15 compétiteurs C'est à la ça. dernière compétition, je sais pas c'était quoi. C'était le championnat allemand. C'est le championnat allemand, et puis Ok. en fait, c'est. IBJJF. Non, il est sous forme d'open. Donc en D'accord. fait, c'est la fédé allemande directement, c'est la BJJDE. C'est la D'accord. fédé allemande. Et ben, Hussein, vous parliez d'Hussein. Hussein, son prof, pas son prof, mais la personne qui lui a donné ses ceintures à partir de la ceinture bleue, c'est le président de la fédération allemande. On a de la chance, qui est juste derrière la frontière. C'est à 20 minutes de C'est ça. là où on est à Ilkirchen. C'est exactement ça. Attends, donne-nous le nom de la ville quand même, parce qu'on a honte là. Ischenheim. D'accord. Ischenheim, Neuried. Bah, c'est ce que
C'était exactement pareil. Là, tu fais la. Hein. Moi j'ai compris, hein, c'est pour ça que j'ai dit Shonen. Oui, mais bon, nous on se comprend entre nous. Malheureusement, je crois qu'on nous écoute. Donc son prof, en fait, son maestré, hein, je pense que lui il l'appelle maestré peut-être, ceinture noire, 3e grade, un des pionniers dans le Jiu-Jitsu en Europe. Il était dans les premiers, hein, dans les premières générations 96, 97. Donc c'est vrai que on va souvent travailler chez lui, lui vient bosser chez nous. Là d'ailleurs ce week-end on organise un séminaire, mais voilà c'est avec la fédé allemande. Ouais, en fait, tu utilises le Jiu-Jitsu pour être avec tes potes, quoi. C'est ça. T'avais juste besoin d'un média, en fait, c'est tout. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu passer sur Facebook. Tu utilises vachement, en fait. Tu as utilisé pour ça aussi. On a vu passer Octobre Rose. C'est quoi exactement ? Octobre Rose, en fait, mais voilà. C'est un truc à travers le Jiu-Jitsu, hein, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce que tu utilises donc ton académie, tu utilises le Jiu-Jitsu mais là c'était pour une action caritative, donc pour le cancer du sein. C'était ça, Octobre Rose. Pour le cancer du sein ? Ouais, en fait c'était récolter des fonds pour le cancer du sein. Alors pourquoi le cancer du sein ? Parce que c'est quand même, c'est pas quelque chose qui t'a touché clairement toi physiquement, qui a pu te toucher de près. Non mais je trouve ça hyper bien d'utiliser un sport. Une fois de plus, j'en parlais ce matin avec Lauriane, qui est quand même à forte tendance masculine, avec cette espèce d'idée de la virilité, et puis donc que c'est assez difficile pour une femme d'évoluer dans ce milieu-là, ou du moins de se faire vraiment sa place, de vraiment, à part en passant pour celle qui tape tout le temps du poing sur la table. Et là, amener ce sujet-là, Bah écoute, on va bientôt faire le cancer de la prostate. Non. C'est pas ce mois-ci d'ailleurs, c'est pas un truc, c'est pas ça. en avant. Ouais, justement, c'est pour ça qu'on est venu qu'une fois, donc là on est bon. Ça y est, on s'en va, parce qu'apparemment. Non, mais pourquoi le cancer du sein ? Mais simplement, voilà, on sait qu'octobre, c'est le cancer. C'est le cancer du sein. On est tous touchés par le cancer, quel qu'il soit, de près ou de loin. Tout le monde est touché par le cancer au moins une fois dans sa vie. On se dit tous non, mais pas moi, ou alors on n'y croit pas. Mais on sera tous touchés un jour, et puis ça, c'est une réalité. Donc pourquoi pas utiliser le Jiu-Jitsu, je veux dire, à un moment, voilà, pour aider aussi peut-être, mais justement au profit d'une cause, quoi. Et là, la cause, c'était quoi ? C'était est-ce qu'on fait l'année dernière on voulait faire le Téléthon. Voilà, le Téléthon c'est un peu compliqué comme on est sur le système associatif, ce que je disais tout à l'heure, avoir des dojos la nuit c'est super compliqué. Voilà, ça dépend des mairies, il faut faire des autorisations. Voilà. Ouais, 24 heures de Jiu-Jitsu pour le Téléthon, c'est pas c'est mal. Ça. Hein. Ouais. Bon, sur Paris c'est un peu plus facile je pense. Écoute, on n'est pas au courant. Non, même pas. Non, non, mais parce que c'est pour ça que ça nous a un peu. J'ai vu passer autre chose, quelqu'un en Belgique, je crois, j'ai vu passer une action. Mais c'est pas tous les jours qu'on voit des personnes qui utilisent leur club comme média, encore une fois de plus, comme média pour servir une cause. C'est pas toujours, donc je te dis, surtout, là comme ça de tête... Oui, surtout comme on disait, voilà, ça prend un peu le truc à contre-pied. Comme tu dis, ça prend le truc à contre-pied. On a une petite équipe de femmes. Bon, hier, elle n'était pas super représentée. Hein. Il y avait... Écoute, j'ai tourné avec une d'entre elles, c'était plutôt sympa. Hein. Je lui ai dit qu'elle devait faire de la compète d'ailleurs. D'ailleurs, tu retiendras, tu lui diras. Quelle ceinture ? Violette. Violette Marie-Laure. Exactement, Marie-Laure. Je lui ai dit, tu devrais. Tu l'as coachée un peu, Adri, c'est bon, tu penses qu'elle est prête là, non, mais parce que attends, c'est son club qui organise la compétition Est. Je veux dire, lui il laisse pas le choix. Tu c'est ça le problème de pas avoir de maître. Tu vois, elle savait pas ça. Tu vois, et là, tu l'as remise en droit chemin. Bravo. Félicitations, c'est bon. Mais elle est refaite. Il faut les deux avis. Il faut le pote et le maître. Voilà. Donc c'est toi qui organise en tant que pote. Tu l'inscris d'office et puis voilà quoi. Non mais elle sait. Franchement, elle sait qu'elle a un niveau. Elle sait qu'elle tourne bien. Ancienne judokate Pôle France. Donc c'est ce qui aide aussi, la pression elle aime bien aussi. Mais et elle n'a pas peur du combat. Quoi. Elle n'a pas peur du combat à l'académie. Par contre je pense qu'il y a... elle est un peu déstabilisée en termes de compétition. Après bon, voilà, on le sait. C'est comme tout le monde, hein. C'est difficile psychologiquement. Tiens d'ailleurs ça c'est vrai que c'est un peu le risque, à voir un peu les choses comme tu les vois. C'est-à-dire on est même le maître est ton pote. Donc on vient finalement avec, on est entre copains, c'est-à-dire que puisque même le maestré, même celui qui normalement est là pour te chiffonner dans tous les sens, c'est ton pote. Il y a un je le verrais ça un peu comme un risque, c'est-à-dire je me dirais finalement quand j'arrive en compétition, tu vois, j'ai pas forcément
j'aurais pas l'opposition, tu vois, nécessaire. Est-ce que, en gros, la question c'est est-ce que tu sais les embrouiller bien comme il faut, leur gueuler dessus, vas-y, tu sais le faire. En compétition, t'arrives à les coacher dur. Ouais, non, en compétition, honnêtement. Mais c'est ce que Ça, je disais. là, je deviens un maître à nouveau. En compétition, je les Non, défonce. je deviens pas maître. Déjà, les semaines avant, déjà, les compétitions sur les prépas, quand on fait des prépas de compète, voilà, on est Ils sentent deux. déjà. Voilà, Hussein est déjà là pour les On conditionner. sent qu'il est pas du tout comme toi pour le coup. Hein, Hussein. Oui. Non. On sent que c'est pas la même. Hein. Le gentil et le méchant. C'est ça, c'est good cop, bad cop, exactement. Et encore, vous avez pas connu le troisième. Le troisième qui n'est plus là, qui est à la Réunion. Donc, il faut quand même un petit coucou, c'est Fred. Il est encore plus méchant, c'est ça. Fred, c'est un ancien On a judoka. dit qu'il était méchant, Hussein, faut arrêter. Mais on sent compris, qu'il a, c'est on s'est plus la main de fer, quoi. Voilà, on le sent. Mais Fred, c'est 86-87 kilos de presse, ancien pôle France de judo. Il se laissera pas un centimètre. Lui, il va pas jouer. Il joue jamais. Il joue jamais. C'est bien. Il est bien. Là, il est parti. Là, il a trouvé un poste. Il est à la Réunion. Là, il s'entraîne à la Réunion. Mais voilà, c'est. Là, Lui, il est pareil, pour hein, chiffonner. vous voyez pas, mais on sent qu'il lui manque là. On sent dans tes yeux qu'il te Ouais. manque. C'est vrai, on sent qu'il y a quelque chose qui te manque. Bien sûr. Mes potes me manquent. Non, mais pour revenir à ta question, non, en compétition, honnêtement, les gars savent. Je veux dire, ils savent que je suis leur pote, et ils savent que voilà, je suis là pour leur montrer des choses, mais voilà, ils savent aussi que je suis vraiment là pour les conseiller, pour les coacher comme il faut, pour leur mettre des claques quand il faut. Et vraiment, hein, tu vois, des fois on les charge, on le fait ça sur le temps de la rigolade, mais des fois, bon, je vais pas dire je ris pas, mais voilà, on les a déjà remis en place par rapport à la compète. C'est le but, c'est sortir le meilleur du gars. S'il faut l'embrouiller, il faut l'embrouiller. S'il faut lui dire bravo, il faut lui dire bravo. Non, c'est ça. Non, C'est exactement ça. Hein. Je prépare mon futur boulot au Pôle emploi. Là, tu m'as dit que c'était bon. Comme ferait un vrai papa en fait. Tu le vois plus comme une famille plutôt que comme un clan d'amis en fait. Mais tu sais, c'est exactement ça. C'est pas pour rien que notre club grandit. C'est pas pour rien que voilà, j'ai repris le club, on était 40. Aujourd'hui, on est 150 licenciés. Voilà, vous êtes venus hier. Voilà, c'est pas parce que vous êtes venus, mais les gars étaient 50. Voilà, on était pratiquement 50 hier. On était une bonne, Voilà, une bonne 50. On était 48, je crois, hier, plus précisément. Waouh. Mais voilà, 48, voilà, il y a des académies, c'est quand il y a des séminaires qui sont 48. Bah, nous, le mardi, jeudi, c'est notre quotidien. On est toujours 40, voilà, minimum, on est une quarantaine. Et du coup, on bosse. Et puis je t'ai dit, hein, quand il faut se mettre des claques, on se met des claques. Quand les gars en compétition, ça va pas. Après, on est gentil, voilà, tu vois, on est gentil. J'ai un discours quand même, voilà, qui essaie de rassurer les gens. Je suis pas là pour les casser. La pédagogie, c'est pas ça, tu vois. Mais après, prendre chaque personne à part et lui dire, écoute, voilà, ce que tu as fait là, c'était pas exactement comme ça qu'il fallait le faire, voilà. Après, c'est du personnel, hein, voilà, tu prends les gens les uns après les autres, tu leur expliques. Voilà, tu sais, je pense que c'est pas incompatible d'être leur pote et puis de leur mettre des claques de temps en temps et puis de leur dire les choses honnêtement. Mais c'est pour ça que je vois plus ça comme un rôle de papa en fait. Bah oui, mais c'est vrai parce qu'un pote, enfin moi demain mon pote va commencer à me dire fais attention, enfin le côté mettre des claques comme tu dis. En revanche, un père, ça paraît plus logique. Et je parle pas du claque physique, c'est pas ça dont je parle. Mais c'est-à-dire le côté montrer le non, puis alors vraiment, mais montrer le droit chemin. C'est-à-dire le rôle du leader en qui on a pleinement confiance, parce qu'on n'a pas le choix quand c'est le papa. Donc ouais, c'est vraiment. C'est ça, ce qu'on a ressenti, voilà. Je suis pas leur boss en fait. Tu sais, je parlais d'entreprise tout à l'heure. Hein. C'est la même chose. Hein. Tu sais, soit t'es un chef, soit c'est un manager. Soit t'es un chef, soit t'es un coach. Voilà, je suis pas chef moi. Je suis pas chef dans mon académie. Voilà, c'est moi qui gère toute l'académie, mais je suis pas le chef, il n'y a pas de chef chez nous. Voilà. Par contre, c'est moi qui gère tout, c'est moi le coach, et c'est moi qui leur transmets. Voilà, moi, excusez-moi, Hussein avec moi, voilà. On est deux, on est vraiment deux, hein. Vraiment, on est super complémentaires. Tu disais, hein, voilà, c'est pas la même chose, voilà, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois, on pourrait dire ça. On est vraiment complémentaires, et là, on est à deux, et je vous ai dit, ouais, on était à trois, maintenant on est à deux. Voilà, et on bosse. Et puis le truc, je vous ai parlé d'ouverture, on ouvre aussi. Hier, il y a une fille que vous n'avez pas vue, par exemple Valérie, 4e dan de judo. On va bientôt faire un cycle debout. Je ne me permettrai pas, moi, même avec mon background de judo, je ne me permettrai pas d'aller travailler debout quand j'ai à côté de moi une 4e dan de judo. Hors de question. C'est elle qui va mener le cycle ? Ouais, elle est ceinture violette. C'est elle qui va mener le cycle, c'est moi qui vais suivre.
Et elle adapte un peu quand même son judo au jiu-jitsu. Elle a su l'adapter, ça fait un moment déjà qu'elle est dans le... Ah, ceinture beau violette, gosse. ouais, Ouais. forcément, elle a su évoluer rapidement. Elle a su évoluer, elle a quoi? Elle a la quarantaine, elle a 41, 42, même chose, elle s'est mise star au Jiu-Jitsu, mais écoute, elle a fait une super transition judo-Jiu-Jitsu. Voilà. Elle continue dans le judo, elle est active, on fait des échanges avec son club, avec le club de judo, mais voilà, non, c'est... L'ouverture, c'est vraiment ça, hein, c'est l'ouverture et puis vraiment créer un climat qui permet vraiment qu'on puisse vraiment enseigner au mieux pour les compétiteurs et les non-compétiteurs. Tu sais, si j'avais un club de compétiteurs, on serait 15. Voilà, ça sert strictement à rien. Je suis pas sur le nombre, hein, je suis pas en train de me dire ouais, je veux qu'il y ait 100 personnes, je veux le plus gros club. Je m'en fous de ça. Voilà, moi je veux des potes, je veux plein de potes partout. Voilà, je veux plein de potes partout, même en France, partout. Voilà. Écoute, Bon, tu t'en es fait 2, 3 de plus, je pense, au moins sur Paris. pas mal, hein, non enfin, on est pas les meilleurs, mais bon, on est sympa, On quoi. s'en fout des meilleurs, on s'en fout, il n'y a pas de meilleurs potes ou de moins bons potes. On est potes, on est tous potes, on fait partie. La France, le jiu-jitsu en France, c'est une communauté. Vous voyez, on parle les uns des autres. C'est qu'on se connaît sans se connaître. C'est vrai. Moi, j'ai envoyé certains de mes potes de l'académie, élèves, je les ai envoyés dans des académies, ils ont été super bien reçus, alors que le gars qui tient l'académie, je ne l'ai jamais vu. C'est juste que voilà, par Facebook, on communique par-ci par-là. J'ai envoyé des gars au Maroc chez des gens qui ont été super bien accueillis. Le gars lui dit passe-lui le bonjour. Je l'ai jamais vu, mais passe-lui le bonjour. Là, je viens d'envoyer encore un de mes gars qui était au Luxembourg. Il me dit où est-ce que je vais? Je l'ai envoyé chez un Brésilien que je connais par Facebook et que j'ai vu une fois. Le gars, il était super bien accueilli. Ouais, passe-lui le bonjour. Voilà, c'est une communauté. La communauté, la magie des réseaux sociaux. C'est exceptionnel, franchement, c'est exceptionnel. D'ailleurs, il faut que je te le dise, et je le fais en direct, tu as le bonjour de Loïc Jaya. Ah, Voilà. Loïc. Il m'a dit de te dire bonjour. Loïc, ouais, Un globetrotter Le aussi. globetrotter, ouais, Loïc et son vélo. Ah oui, c'est vrai que c'était lui qui avait fait le Tour de France en vélo, le Tour de France des clubs en vélo. Ouais, il était passé. Ouais, il était passé un peu partout. Il n'était pas passé chez nous quand il a fait son Tour de France. Par contre, c'est pas grave. Tu lui en veux? Est-ce qu'on lui en veut? Parce que attention, Adrien le voit souvent. On le connaît, hein. Il peut lui faire du mal. Hein. Ouais, t'es sûr? Je sais pas, je m'en fous. T'avances pas parce trop. que moi je m'avance pour toi. Il est ceinture noire, s'il te plaît. Tire pas de plus d'embrouille, toi. Bon, Loïc, c'est Jérémy qui a parlé. Je l'aime beaucoup, Loïc Jaya. Non, mais écoute, Loïc, un petit bisou et puis repasse quand tu veux. Hein. C'est vrai que là, t'es plus en Belgique, t'es à Paris, donc tu sais que c'est ouvert chez nous. Écoute, la prochaine fois, on le prend avec nous. Avec plaisir. Ok, cool. Magnifique. Eh ben écoute, merci beaucoup. Franchement, on a passé un super bon moment. Ouais, si t'as un petit dernier truc que tu veux nous dire ou que tu voudrais dire à tous les auditeurs de Castagne FM, c'est le moment. Bah, à tous les auditeurs, mais voilà, je crois que voilà, j'espère vous avoir donné l'envie de continuer le jiu-jitsu, non je rigole, l'envie de venir, voilà, de venir nous voir. Hein. Les portes sont ouvertes, quelle que soit l'académie, on n'en a rien à faire, on est là pour faire du jiu-jitsu, on est là pour transmettre. Demain, j'apprends d'une ceinture blanche, voilà, et puis j'apprends et puis je transmets ce que je peux transmettre. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis redonne-nous le nom de la ville où se trouve Infini Jiu-Jitsu. Infini Jiu-Jitsu, c'est la banlieue de Strasbourg à Ilkirch-Grafenstaden. Voilà. Infini Jiu-Jitsu sur Google, Infini Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Strasbourg, Jiu-Jitsu brésilien Strasbourg, vous nous trouverez sur Facebook Infini Jiu-Jitsu. Sur Ce que j'allais dire sur Facebook, Infini Jiu-Jitsu. Infini Jiu-Jitsu. Voilà. Vous répondez rapidement, on vient chez vous directement. Ouais, on est plusieurs administrateurs, du coup ça va super vite, on répond très très vite. Il y a l'adresse mail aussi qui est notée dessus, qui est notée sur le Facebook. Vous êtes très facile à trouver. Vous nous trouverez. Et comme en plus ça n'est pas exactement dans Strasbourg, vous avez une voiture, c'est hyper accessible. C'est hyper accessible, Ouais. Il y a un parking super grand, les horaires, Voilà. ça convient aux personnes qui viennent faire de la visite à Stras. Voilà. Voilà. Faut juste partir à temps, c'est tout. Faites attention aux gardiens. À part ça se passera très bien. Ah mais bon, quand il est 11h, il Non, est mais temps de rentrer. C'est normal. Bah écoute, merci beaucoup. Salah, c'était un vrai bon moment. C'était vraiment cool. Sérieusement, voilà, merci beaucoup. Merci à vous les gars, merci pour l'invite, voilà, merci pour tout, merci Clean Hugs, voilà, on sait que vous prenez soin de nous. Quand Alors, on s'entraîne. essaye, c'est vrai. Voilà. Autant que tu as pris soin de nous hier soir. Merci beaucoup, Salah, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. à vous. Allez, salut Jérémy. Ciao les gars. Salut Adrien. À la prochaine. À la prochaine.